La culture, c'est donc quelque chose d'immatériel, c'est le spectacle vivant, c'est l'art, mais c'est aussi, plus concrètement, ce qui coule dans nos veines, ce que l'on boit, ce que l'on mange. La cuisine normande a un patrimoine mondial inamovible ou un chef-d'œuvre en péril. C'est le débat qui va animer cette deuxième partie de Normandie, la mensuelle, dans un cadre magnifique, le manoir de Rétival, ici à Caudebec-en-Caux, un lieu chargé d'histoire puisque c'est ici, il y a 50 ans, qu'a œuvré l'une des toutes premières chefs cuisinières de France étoilées, un restaurant repris il y a peu par un Allemand, David Goerne. Il nous attend dans sa cuisine avec ses invités, on y va. Et oui, nos invités nous attendent, Sylvain. C'est David Goerne qui nous reçoit donc. David a fait ses classes dans les plus belles cuisines du monde, en France et en Europe. Il a ensuite décidé d'acheter ce manoir pour le transformer en une table et maison d'hôtes pour le moins hors norme. C'est lui qui est au fourneau ce soir. Isabelle David est la directrice de l'Institut régional de la qualité agroalimentaire, une institution qui travaille pour l'ensemble de la Normandie et qui est à l'origine du label La Gourmandie. Claude Quetel fut un temps directeur scientifique du Mémorial de Caen, mais c'est aussi un fin gourmet, auteur de plusieurs ouvrages sur la cuisine normande. Enfin, Michel Leprévost tient un restaurant à Fontaine-la-Mallée. Il est aussi membre du syndicat des restaurateurs aux Normands. Alors attention, Michel parlera pour lui, mais aussi pour certains de ses collègues. La cuisine normande, cela sonne un peu comme une évidence, cela sonne aussi parfois, il faut le dire, comme un cliché entre crème fraîche et camembert. Alors, est-ce qu'on a réussi à dépasser cette image d'Épinal? Comment aujourd'hui se porte la gastronomie normande? Et puis surtout, a-t-elle résisté à la mondialisation, à l'industrialisation? Tout de suite, c'est le bug et on se retrouve juste après. Commençons ce bug par une petite reconstitution maison. Et une question essentielle. Les crevettes normandes ont-elles une conscience? Si oui, elles doivent être roses de rage. Mais quel irrespect! Regardez comment elles terminent ces gentilles bêtes, noyées crues sous une cascade de crème fraîche ou engluées sous des tonnes de mayonnaise. Et on appelle cela de la cuisine normande. Et puis de toute façon, la crevette rose, elle ne vient pas de chez nous. Celles-ci proviennent du Nicaragua, là-bas. Sur nos rivages, ce sont les bouquets qui se reproduisent, mais c'est beaucoup plus cher. Enfin, il nous reste quand même la crevette grise. C'est la petite grise, c'est celle-là la meilleure. Il y a les bulots aussi, même si nos pauvres Buccinum undatum souffrent du syndrome de la crevette. Tant de liberté sous la mer pour finir étouffé sous de la mayonnaise, pas toujours artisanale. Mais écoutez-moi ça. Ne me mange pas, ne me mange pas. C'est le cri de détresse de la coquille. Eh oui, je suis pas une moule, moi. Elle aurait bien aimé Gilberte, on va l'appeler comme ça, passer directement de la criée à la cuisine d'un grand chef. Mais qu'est-ce que Gilberte fait là? Toute raide, congelée, coincée, prise à partie par du merlu blanc sous forme de poisson pané. Toutes ces Gilbertes sont victimes de l'assemblage. On les prend, on les cuisine avec de la crème en brique, de la purée en poudre, autant de denrées achetées chez un marchand de gros comme celui-ci. Mais on vous donnera pas le nom. Dire qu'on aurait pu marier Gilberte avec du bon poireau ou des carottes de la Manche, ça, de la cuisine normande, j'ai l'impression que certains restaurateurs nous prennent vraiment pour des... Et puisqu'on parle de fruits et légumes, si on allait voir les Normands grimper au cocotier, enfin au pommier, ou les sportifs, on est à Bretteville-en-Caux. Ici, on fait du cidre. En Normandie, dans le même rayon, on a le calva, le pommeau. On consomme aussi des pommes à couteau. Mais franchement, vous connaissez la pomme de Calville et puis la poire de Domfront ou celle de Doyenné d'Alençon? Moi, je les connais pas toutes. Et puis, retrouve-t-on tout cela dans les rayons des supermarchés, dans les cuisines de nos maisons et dans nos cantines? Nos chères têtes blondes ont-elles l'occasion de découvrir nos beaux produits régionaux? Pas si sûr. Nos petits loups connaissent-ils les tripes à la mode de Caen, la trappe de Bricbec, la sanguette d'Alençon? Mangent-ils souvent du canard au sang, du caneton à la rouennaise? Pas évident non plus. Enfin, heureusement, pour défendre tous nos bons aliments, nos élus régionaux ont créé un label, la Gourmandie. Et l'un de ses représentants se trouve justement parmi nous. Allez, au boulot! Voilà, nous sommes en train d'être servis par notre hôte David Goerne. Merci David. On parlera de vos plats tout à l'heure. Isabelle David, nous parlions de vous justement dans le reportage, on parlait de gourmandie. Vous avez été pionnier dans le domaine. Il était urgent d'agir pour sauver un patrimoine.
Oui, enfin, c'est vrai qu'on a la chance en Normandie d'avoir un patrimoine assez exceptionnel, donc il faut le faire connaître et il y a différents moyens. Il y a les signes officiels de qualité comme les appellations d'origine, les labels rouges, et puis on a choisi également de lancer une signature des produits normands de qualité. Donc 300 produits référencés, l'objectif c'est quoi? C'est de privilégier les producteurs locaux? Voilà, alors l'idée, enfin, c'est un mouvement fédérateur déjà qui rassemble une centaine d'entreprises qui ont en commun d'être à la fois fiers d'être normands et puis ambassadeurs de la qualité de leurs produits. Donc les produits qui portent le petit logo doivent répondre à un cahier des charges assez rigoureux, et notamment en matière d'origine, c'est-à-dire qu'ils doivent être fabriqués en Normandie, ce qui est quand même la moindre des choses, mais aussi avec des matières premières régionales. Bah là, on a avec nous, là, on a du maquereau du littoral que David nous a servi, on a de la pomme crue, voilà, on a des produits locaux que David utilise régulièrement. Claude, j'imagine que pour vous, l'utilisation de produits locaux, c'est essentiel et c'est pas assez fréquent sur les tables des restaurants de la région. C'est vrai parce que je crois qu'il ne faut pas que on se déguise en chef. On a 2 chefs ici, qui est au piano, là, qui est à la table. Je crois qu'on doit être humble, mais en même temps très amateur de cuisine dans sa cuisine. Et je crois que quand on est dans sa cuisine, si on fait un poulet, eh bien que ce soit au moins un poulet de la Normandie ou un coq au cidre, un coq et surtout qu'on trouve du cidre. Donc, mais c'est devenu une véritable quête aujourd'hui, réussir à trouver ça demande, écoutez, c'est un produit sincère. C'est une passion. C'est une passion. Après tout, c'est pas plus bête que la collection de timbres. On y passe du temps. Celui qui est gourmand, il doit y passer du temps. Et passer du temps aujourd'hui, sans vouloir se déguiser, vous savez, comme je pense à cette émission, la Masterchef, il ne s'agit pas de se déguiser en Masterchef. Il y a des chefs et il y a des amateurs. Et l'amateur, ce n'est pas tellement le coup de savoir faire cuire un poisson ou savoir cuire une volaille, c'est de la trouver. Et là, ça demande une quête très très longue, c'est vrai. Moi, je vous en prie, profitez-en parce que honnêtement, c'est très très bon. Merci David encore une fois. J'imagine, Michel, vous êtes restaurateur, que vous utilisez aussi des produits du terroir, des produits locaux, mais c'est pas toujours évident. Il faut parfois se battre. Se battre, oui, régulièrement pour obtenir le produit qu'on veut, dans la mesure où la législation des fois nous facilite pas le travail. Une simple crème de ferme, il faut aller dans une ferme. Mais si cette ferme n'est pas aux normes dites européennes, on n'a pas la possibilité de travailler avec elle. La crème jaune, par exemple. Voilà, qui suit la couleur selon les saisons, c'est tout simple. Au mois de mai, elle va être très blanche. Plus on va approcher de la fin d'année, plus on... Mais on est dans un monde quand même de plus en plus aseptisé, normé, évidemment. Pasteurisé. Pasteurisé. Moi qui suis un amateur, quand je fais mon marché noir, eh bien, les règlements européens, je m'en moque. Mais c'est vrai que vous parlez du marché noir. Moi, je pense tout de suite aux bouilleurs de cru, par exemple, qui ont disparu. Et puis, il y a plein d'autres exemples. Mais le marché noir, aller acheter chez mon fermier, le fermier qui me fournit, c'est ce que j'appelle marché noir. Il n'y a pas de marché noir qu'en temps de guerre. Alors que vous êtes effectivement prisonnier de ce type de règlement absolument contraignant. Alors David, il est en train de nous préparer là tout de suite un autre de ses plats favoris. David, expliquez-nous. Oui, c'est notre truite de Saint-Mandrier. C'est déjà, si on peut dire, c'est un classique de notre maison. Donc Saint-Mandrier, c'est juste à côté, il y a 3 km d'ici. Là, il y a une petite culture et Marc, c'est un mec adorable. Et lui, il est producteur de truites. Et donc, du coup, vous allez peut-être pouvoir au moins nous montrer une assiette de plus près. Allez-y, rapprochez-vous pour qu'on puisse aussi sentir et voir ce produit. Allez-y. C'est un produit local, vous l'avez dit. C'est un produit local. Vous êtes encore en train de le terminer. Oui, il faut la sauce quand même. La sauce, juste un instant. Vous avez vu que David utilise des produits locaux. David est venu de Hambourg. Il a aussi appris la cuisine en Allemagne. Et je ne sais pas, David, vous êtes venu ici pour la cuisine normande ou pour les produits? De toute façon, je suis venu ici parce que je trouve la Normandie adorable. Les gens du coin ici, c'est un plaisir. Il me semble que je suis bienvenu et à côté, nous sommes franchement au niveau des produits dans un paradis ici. C'est quoi? Vous utilisez du bio? Vous utilisez... Ah oui, bon, le bio... À mon avis, ça ne doit pas toujours être de bio. Bio, c'est une brand, quoi. Et, donc c'est un cahier des charges, mais il n'y a pas réellement de goût derrière. Non, je ne veux pas dire ça, mais le bio, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est pas traité, il n'y a pas de chimicals dedans, oui. Mais de toute façon, par exemple, j'ai une... Il n'y a pas de garantie de goût derrière. Je crois que Claude Quettel, on voit que vous êtes...
intéressé par le sujet. Parce que je suis aussi énervé par le concept administratif, pour ne pas dire religieux de bio, que par les règlements européens. C'est-à-dire que quand j'étais gosse dans la ferme de mes grands-parents, on mangeait bio, mais on ne le savait pas. Mais maintenant que c'est intrants, bio, je trouve ça énervant. Assurer une culture sans intrants, on peut trouver ça louable aussi, intéressant. C'est un vrai progrès. Non, mais il ne faut pas que ça devienne une religion. C'est ça que j'ai voulu dire. Si l'animal a été élevé correctement, si le cidre a été produit correctement, c'est là que ça devient difficile. Eh bien, après, bon, l'étiquette bio, oui, pourquoi pas, il faut des étiquettes, je ne veux pas vous dire le contraire. Il faut un cahier des charges, c'est clair que si on veut pouvoir garantir des produits et puis que le consommateur soit sûr de ce qu'il achète, il y a besoin de protéger quand même ces produits, d'où la politique européenne de la qualité aujourd'hui. Commencez par empêcher que le camembert soit fabriqué au Japon ou aux États-Unis. Oui, alors ça, la problématique camembert, c'est un petit peu plus complexe, mais en tout cas, le camembert de Normandie AOP, lui, est protégé et hors appellation d'origine, on n'a pas le droit de faire du camembert. Comment expliquer que dans notre région, on ne parvienne pas à créer des produits stars? Je pense aux huîtres, on est parmi les premiers producteurs, si ce n'est le premier producteur, et c'est la côte ouest, finalement, qui nous dame le pion à chaque fois, sur le plan de la communication, en tout cas. Oui. Moi, j'ai une explication historique, c'est qu'on est une région qui ne sait pas se battre, on est une région qui ne sait pas se défendre. Regardez la Bretagne. Essayez de toucher à une huître de la Bretagne. Ça va être tout de suite des barrages sur les routes. Vous le ressentez ça, Isabelle, aussi? C'est vrai qu'on n'est pas assez chauvin dans le sens... on a un caractère, le Normand, il a un caractère timide, modeste, il est un peu taiseux. Et justement, enfin, nous, l'action à travers Gourmandise, c'était de porter haut et fort les couleurs de la Normandie gourmande et d'emporter avec nous des entreprises, des consommateurs, des distributeurs, des partenaires. Parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord, on n'est pas assez fiers de nos produits, alors que pourtant on a des produits fabuleux. Mais vous, avec les tables normandes, vous vous engagez aussi à travailler avec des producteurs locaux? On doit mettre en avant les produits de la région, donc le pommeau, le cidre. On nous oblige, c'est une charte, mais à avoir 2 cidres, donc pas forcément du cidre, d'avoir les camemberts, d'avoir les fromages de la région. Mais là, c'est bien, on parle de restaurateurs, on parle de vous, on parle de clients potentiels, mais qu'en est-il de la population? Et notamment, je pense à ce qu'on voyait dans le reportage, les enfants qui consomment dans la restauration collective. Ça peut être une démarche faite par les restaurateurs. Les restaurateurs ont fait Est-ce que la grande échelle est compatible? Est-ce que la grande échelle est compatible avec la qualité, avec le retour à des produits du terroir? Ce ne seront sûrement pas les cantines des écoles qui apprendront à bien manger aux enfants. Déjà, les écoles pouvaient leur apprendre à lire, ce serait déjà bien, mais leur apprendre à bien manger, ça va être carrément impossible. Moi, je crois que c'est aux parents. Mais il faut déjà que les parents, eux, aient envie de manger. C'est une culture, que ce soit normand ou breton, c'est une culture. Et par contre, pour la Normandie... Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait, il y a une éducation à faire des enfants. Elle doit prendre vie dans le cadre familial. Ceci étant, je serais un petit peu moins sévère parce que maintenant, on découvre qu'en restauration scolaire, quand même, on a des chefs fabuleux. Alors, c'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Nous, on organise chaque année, depuis 7 ans, un concours de création de menus normands équilibrés auprès de la restauration scolaire, donc des chefs de collège, lycée, école primaire. Et on est tombé sur des chefs vraiment talentueux qui ont une vraie culture de leurs produits et très sensibilisés à la nutrition et à l'équilibre de leurs menus vis-à-vis des élèves. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge. Oui. Si vous le voulez bien, on va faire une petite pause dans le débat. Ce sera une habitude qu'on va prendre à chaque fois dans cette émission durant le débat. On essaiera d'aborder le thème du jour à travers le prisme du théâtre. Marie-Christine nous vient de l'atelier théâtre de Bayeux. Aujourd'hui, c'est dimanche. Un beau dimanche avec des frites et du roast beef. Bon appétit. Le dimanche, c'est roast beef frites, 2 œufs mimosa en entrée et une louche de mousse au chocolat en dessert. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour du cholestérol. Il y a 2 sortes de cholestérol. Le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Ma mère trouve que mon père a beaucoup trop de mauvais cholestérol et qu'il ne fait plus du tout de sport. Mon père hausse les épaules, dit qu'il fait un peu de vélo au moment du Tour de France et il reprend des frites et du roast beef en disant « Le roast beef, c'est du bon cholestérol !» Et les frites, les œufs mimosa, la mousse au chocolat,
C'est du bon ou du mauvais cholestérol? Demande ma mère en levant les yeux au ciel. Le vin rouge, ça débouche les artères et ça fait du bien pas où ça passe, répond mon père. Et il finit la bouteille. Week-end à la campagne, on a tué le cochon, il a hurlé. On a tué le cochon et on l'a pendu par les pattes, la tête en bas, et on l'a saigné, on a récupéré le sang dans une grande bassine, et on a découpé la pauvre bête, on a tout découpé, même les oreilles, même la queue, même les pieds. Tout est bon dans le cochon, a dit Guillaume, le fils de la fermière d'à côté de notre maison de vacances, pendant que l'on buvait un coup après le meurtre. Guillaume a donné un sucre à ma sœur parce qu'elle se sentait un peu vaporeuse, comme elle le dit si bien. Guillaume est de plus en plus gentil avec ma sœur de 17 ans. Moi, je voulais boire une bière. Guillaume n'a pas voulu. Les cochons sentent-ils venir la mort? J'ai demandé. Si la bête est nerveuse, sa viande rendra de l'eau à la cuisson, il a répondu. Guillaume, quand il tue le cochon, dans la ferme de ses parents, c'est pour le plaisir, c'est pour la tradition. Et quand il tue des milliers de cochons aux abattoirs, c'est pour le travail, c'est pour les pépettes. Il a plaisanté. Guillaume, il est gentil. Il ne veut pas électrocuter les cochons. Il préfère les asphyxier au gaz carbonique parce que c'est moins brutal. Avant d'être asphyxiés, les cochons ont droit à une douche calmante. Mon père, en sortant de table, sûrement pour se ressourcer, a rôté. Ma mère l'a traité de cochon. J'ai pas pu m'empêcher d'imaginer mon père, la tête en bas, le ventre à l'air. Et je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre de voir son père en saucisson, en boudin, en tranche de jambon ou en côtelette de porc. Voilà, bravo Marie-Christine. Non, je crois, Claude, que vous avez vécu ça en direct. Vous étiez préposé au remuage du sang. La tuaison du cochon, oui, dans le pays d'Auge des années 50. Oui, tout le monde travaillait, y compris les gosses. Et mon boulot, c'était de remuer le sang pour pas qu'il se coagule. C'était pas très sympathique. C'était pas très sympathique, mais par contre, manger du bon cochon, c'est sympathique. Manger du bon cochon et savoir, je dirais même au niveau de la cellule familiale, utiliser les produits normands, tels que par exemple ceux extraits du cochon. Est-ce qu'on sait faire ça aujourd'hui? J'en discutais avec vous, Michel, tout à l'heure. J'ai l'impression que nous ne sommes nous-mêmes, nous consommateurs, pas de bons ambassadeurs de la cuisine normande. Non, il y a une méconnaissance des consommateurs. Vous parliez des huîtres tout à l'heure, c'est pas compliqué. Quand on me demande, moi, dans mon restaurant, des huîtres au mois de juillet, au mois d'août, et qu'on me dit elles sont grasses, je n'en veux pas, il faut savoir qu'il y a une saison pour chaque chose. Déjà qu'il faut respecter les saisons. On ne sert pas, on parlait de la crème tout à l'heure, oui elle est jaune au mois de décembre, pourquoi? Parce que la vache mange du foin. Donc le foin va donner cette teinte à crème, justement, ce blanc crème qu'on appelle. Il faut réussir à dépasser ça. Mais Isabelle, est-ce que les restaurateurs assument cette étiquette, cette image terroir, Normandie? Oui, je pense qu'ils assument, mais en même temps, la gastronomie normande souffre d'une image un peu imméritée de cuisine un petit peu passéiste et lourde. Alors je dis que c'est immérité parce qu'on a en Normandie une diversité, une qualité de produits qui fait qu'on peut tout à fait se positionner sur les tendances de consommation des Vous le ressentez, actuelles. vous, par exemple, dans votre travail de tous les jours? Moi, je suis le plus mauvais exemple. Je suis vraiment dans la cuisine du terroir à l'ancienne. Sans assemblage, par exemple? Par contre, sans assemblage, que des produits frais, des produits bruts le plus possible, parce que malencontreusement on a des obligations, je disais, sanitaires ou vétérinaires. Parce qu'un grand chef aujourd'hui, Claude Quetel, dans la région, hésite parfois à servir des plats simplement sincères, des plats bruts. On essaie de les agrémenter de plus en plus, c'est quand même le règne de l'huile d'olive, du basilic. C'est vrai que certains chefs se sentent obligés de signer leur recette en la transformant, pour ne pas dire en la masquant complètement. Et je pense que c'est une erreur, d'autant plus que souvent un plat qui paraît simple, en fait,
peu de gens, sauf les gourmands, le font chez eux. Et donc, aller au restaurant pour manger simplement une très bonne volaille, des tripes à la mode de Caen. Alors on revient sur la réputation des plats qui sont lourds. On n'est pas obligé d'en manger 1 kilo. Surtout que les tripes, c'est pas lourd du tout. Ah bon? Ah bah tiens, la prochaine fois, alors je vais en manger 1 kilo. Mais il y a un risque quand même, c'est qu'on se repose sur nos lauriers, que la cuisine normande se fossilise, pour ainsi dire. C'est pour ça qu'il y a un bon compromis à trouver entre tradition et modernité. Je trouve que la Normandie, elle rebondit très bien là-dessus. Elle est à la fois entre terre et mer, et on a des chefs qui réussissent avec des bons produits à conserver quand même des valeurs traditionnelles, mais en innovant. Parce que bien sûr, il ne faut pas que ça reste un musée figé. Parce que c'est une cuisine vivante, la cuisine normande. En prenant des produits de la région, la version à l'ancienne, cuire des Saint-Jacques directement dans la crème, ça c'est ce qu'on faisait autrefois. Aujourd'hui, maintenant, on fait une émulsion de beurre à la vanille sur des Saint-Jacques qui sont juste poêlés. On allège en matière grasse le plat, mais on reste sur des produits de la région, sachant que même la vanille, la Normandie et les Antilles ont toujours eu des liens très proches, que ce soit à travers le rhum, la vanille, la banane sur Dieppe, etc. On a plein d'exemples. Et là, on rapproche deux cuisines et on va vers une modernité en allégeant ces plats. Mais il faut aussi connaître la tradition et connaître nos produits surtout. Cela dit, c'est vrai que bon, là, on a un discours, une discussion, je pense, notamment vous vous intéressez aux produits locaux, à la sincérité des produits. La réalité du quotidien, pour notamment les touristes qui découvrent la région, elle est tout autre. Quand on pense à ce qui est servi parfois sur la côte, dans certains restaurants, on est à la limite du scandale. Oui, de trop, c'est vrai partout. De trop. C'est vrai partout. Parce que cuisine d'assemblage, parce que produits, facilité d'utilisation des produits. On parlait tout à l'heure du fait qu'il est possible de cuisiner avec crème fraîche, avec des produits locaux, mais de façon un peu plus légère. David, justement, est en train de le prouver, avec ce chalumeau, avec ses Saint-Jacques. David oui. Caramélise. Qu'est-ce que vous nous faites de beau là? Alors, maintenant, je veux bien vous présenter deux différentes cuissons de Saint-Jacques qui est assez typique pour notre région ici. Donc, la première, c'est une Saint-Jacques presque crue, brûlée avec le truc là. Et c'est juste terminé avec un filet d'huile d'olive et on va le poser à la fin. Comme ça, vous avez le gras qui est nécessaire parce que ça supporte le goût, quoi. Mais c'est pas cuit dans le gras. C'est cru et juste flambé comme ça avec une fleur de sel au-dessus et c'est tout. Donc comme ça, vous voyez le produit. Et que le produit. Ça, c'est important, ça, Claude Quetel, Isabelle, David, c'est vraiment retrouver le produit, retrouver sa sincérité notamment, mais sans enlever complètement les matières grasses. Et puis là, il y a la patte du chef. Vous voyez, tout à l'heure, je racontais cette différence essentielle qu'il y a entre faire la cuisine chez soi, et c'est du travail, c'est de l'amour, c'est du plaisir, c'est du temps, mais aussi, quand on va à la table d'un chef, c'est quand même pour ne pas remanger ce qu'on mange chez soi, ou sans noyer dans la crème. Voilà, sans connaître le produit. Mais par exemple, le beurre et la crème, qui sont des matières grasses, sont là aussi pour rehausser les goûts. Il faut savoir que c'est un rehausseur de parfum. Le parfum de la Saint-Jacques va être rehaussé par le beurre. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il faut un minimum. En tout cas, s'agissant de la cuisine normande, c'est pas la sauce qui fait le plat, c'est le produit. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va poursuivre maintenant avec Anne Chevrel qui va nous parler des bonnes, des mauvaises nouvelles. Tout de suite avec nous, Anne, pour la rubrique humeur positive, humeur négative. Anne, on touche avec les yeux. Merci. Je goûtais juste. Alors, des faits saillants, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Ça commence avec un coup de massue pour certaines familles de la région rouennaise. Elles ont découvert à la rentrée que les tarifs des transports scolaires étaient passés de 30 à 130 €. En cause, évidemment, le coût des transports qui a bondi avec le prix du carburant, alors même que le Conseil général baissait sa subvention de transport. Toujours est-il que la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Et puis fin en septembre d'une polémique vieille de 65 ans, Howard Manoyan est décédé à l'âge de 84 ans. Howard Manoyan, c'est ce vétéran américain qui a longtemps prétendu avoir sauté sur Sainte-Mère Église avec la fameuse 82e Airborne. C'était le 6 juin 1944.
Il n'en était rien, Manoyan avait bien débarqué en 1944 en Normandie, mais en bateau. Il avait pourtant reçu la Légion d'honneur à l'occasion de la visite des présidents Obama et Sarkozy en 2009. Son décès met fin à une polémique un peu triste. Quelques bonnes nouvelles quand même. Oui, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Un espoir tout d'abord, un espoir pour l'économie de Dieppe et puis pour tous les nostalgiques des rallyes des années 70. La production de l'Alpine pourrait bien être relancée. C'est une rumeur qui ne peut évidemment que ravir les 330 salariés de l'usine Renault de Dieppe, le berceau de l'Alpine. Alors il faut cependant être très prudent. Tout d'abord parce qu'un projet équivalent a déjà capoté en 2006 et puis parce que rien n'assure qu'elle serait produite à Dieppe, donc à suivre. Et puis je vais prendre un peu d'avance. Le 3 novembre prochain, les Boréales de Caen souffleront 20 bougies. 20 ans, un bel âge donc pour ce festival qui au départ ne parlait que de littérature et qui a su évoluer pour devenir le rendez-vous de la création des pays du Nord. Alors cette année, ce sont la Finlande et la Norvège qui sont à l'honneur avec de la musique, Jan Garbarek, le saxophoniste, de la peinture, une exposition Edvard Munch, mais aussi de la danse, du théâtre, du cirque et bien sûr du polar nordique. Alors vous avez un mois pour préparer vos bottes, votre chapka et puis pour préparer un festival très chaud. Merci beaucoup Anne et merci encore à nos invités. David Guerneux est en train de terminer ces magnifiques Saint-Jacques. Merci encore David. Voilà, l'émission se termine pour vous. Pour nous, elle va continuer autour de cette table avec un joli bouquet final. Écoutez, on vous attend David, c'est parti. Il y en a qui ont de la chance. Merci Anne, merci Sylvain. Dans tous les cas, merci à tous nos invités. C'était bien, mais comme tout a une fin, il va falloir maintenant se quitter. Rendez-vous le mercredi 9 novembre pour une nouvelle mensuelle normande consacrée au littoral, mais aussi à la Seine, histoire de voir comment on peut y vivre malgré les risques et les nouvelles normes faites pour nous protéger des catastrophes. Dans notre partie débat, nous essaierons d'imaginer comment nous pourrons tous vivre au quotidien dans un territoire où ville et campagne ont bien du mal à cohabiter. Et puis ne partez surtout pas car la soirée continue sur France 3 Normandie avec le documentaire La fabuleuse histoire de la tête maori du Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Bonne soirée.